Une preuve de plus, s'il en fallait une. Une preuve de quoi? Nous allons voir. Merci pour cette introduction. Merci aussi pour cette occasion. Merci aux organisateurs pour l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me paraît passionnant. Je veux parler d'un Shakespeare différent, un Shakespeare dont je vais analyser un peu le contenu, si vous voulez, plutôt que la forme. Et je veux commencer par poser cette question. Quelles étaient les grandes controverses scientifiques de l'époque de Shakespeare et quelle a été son interaction avec les idées et les hommes scientifiques de son temps? Alors, il faut dire que à l'époque de Shakespeare, Shakespeare lui-même était probablement relativement inconnu. La personne la plus célèbre de cette époque, je vais faire une mise à jour, la personne la plus célèbre de cette époque dans le domaine des idées, c'est peut-être qu'on a fonctionné avec le monde ptolémaïque pendant très longtemps. On appelle cette théorie la théorie géocentrique parce que la Terre était au milieu de l'univers tel qu'on l'imaginait. Et cette théorie plaisait énormément à l'Église parce qu'elle permettait de dire, voilà, Dieu a créé le monde pour l'homme. Et donc il est normal que la planète, qui n'était pas considérée comme une planète, comme nous allons voir, que la Terre soit au centre. Par contre, comme vous savez, Copernic est arrivé avec une idée tout à fait différente, en plaçant le Soleil au milieu de ce qu'il appelait l'univers. Et cette théorie-là était considéré par l'Église comme extrêmement hérétique, très contestataire, et Copernic lui-même ne l'a publié qu'à la fin de sa vie, parce qu'il s'est très bien rendu compte, étant lui-même un homme d'Église, qu'il fallait qu'il se méfie. Donc c'est presque sur son lit de mort qu'il a publié la théorie copernicienne. Et si vous regardez les livres d'histoire, et en particulier les livres d'histoire des sciences, vous avez l'impression qu'il n'y a que ces deux théories qui se sont affrontés à l'époque. Or, ce n'est pas vrai, parce que, en fait, comme toujours, les hommes ont cherché à réconcilier l'irréconciliable. Ils ont cherché une troisième voie. Et l'homme de la troisième voie, c'est Tycho, justement, le grand astronome, mais lui avait du mal à concevoir une Terre en mouvement. Et donc, il a imaginé une théorie qu'on appelle aujourd'hui géo-héliocentrique, c'est-à-dire que la Terre est donc au milieu de l'univers, comme le veut l'Église. Le Soleil tourne autour de la Terre, mais, chose étrange, toutes les autres planètes connues à l'époque gravitent autour du Soleil. Vous voyez, ça c'est une théorie assez différente. Et elle n'a pas duré très longtemps, cette théorie. C'était une théorie qui permettait certainement d'éviter le bûcher. On sait par exemple que Giordano Bruno, un des motifs principaux de son exécution à Rome a été le fait qu'il soutenait les thèses de Copernic. Donc nous avons là une voie mitoyenne qui permet d'absorber certaines des belles idées de Copernic, et qui d'ailleurs explique pas mal de choses, mais qui les explique d'une manière conforme à ce que voulait l'Église. C'est d'ailleurs cette théorie-là que des pères jésuites ont utilisée dans une expédition en Chine pour faire une prédiction d'éclipse, qui a joué un rôle très important d'ailleurs dans l'histoire de la pensée chinoise à l'époque de l'empereur Kangxi. Et vous voyez
les pères jésuites avaient adopté cette idée de Tycho Brahe parce que cette idée était conforme à ce que voulait l'Église. Or, ce qui est intéressant, c'est que si nous prenons Shakespeare, nous avons énormément de références à l'astronomie. C'est un auteur qui s'est vraiment intéressé très fortement à la science de son temps. Et donc, on peut se poser quelques questions. Comment se fait-il que Shakespeare se soit tellement intéressé à la science de son temps? Alors, déjà, je vous donne quelques petites pistes. Il y a, dans la famille de Tycho Brahe, il y a deux personnages qui portent des noms intéressants. Un certain Guildenstern et un certain Rosencrantz. Ce sont des cousins de Tycho Brahe qui sont venus en Angleterre en 1592 dans une ambassade de la monarchie danoise. Donc c'est une visite officielle. Et elle se passe donc à la cour de Londres, et on peut imaginer que Guildenstern et Rosencrantz ont rencontré quelqu'un, peut-être Shakespeare, peut-être de son entourage, à cette occasion. Remarquez que la personne qu'ils ont rencontrée devait faire partie de l'entourage immédiat de la cour. Autrement, c'est difficile à comprendre. Mais vous remarquez évidemment que ce sont les noms des deux traîtres de la pièce de Hamlet, et je reviendrai un peu sur cette question-là. Soit dit entre parenthèses, Tycho Brahe, tout comme Hamlet, a fait ses études à Wittenberg, qui est aussi d'ailleurs l'université où Martin Luther a fait ses études. Et le personnage de Tycho, donc, était proche de la famille royale danoise. Je reviens sur Tycho. C'était un homme extrêmement vaniteux. C'est un très grand homme, mais qui a bien sûr, comme tous les grands hommes, un grand défaut. Et son défaut, c'était d'être particulièrement vaniteux. Il a fait peindre son portrait. Et ce portrait, il l'a fait graver et imprimer à Amsterdam. Voilà la gravure. Et autour du cadre de ce portrait, il a mis les noms de tous ses ancêtres. Et donc, vous avez Rosencrantz et Guildenstern, soit dit entre parenthèses, dans ce cadre. Et ce portrait gravé, il l'a fait circuler en Europe. Et Tycho, qui était lui-même poète d'ailleurs, il a écrit de la poésie latine, Tycho voulait que son œuvre scientifique soit célébrée par les poètes. C'est une idée de la Renaissance, vous voyez. Et donc il voulait imprimer un livre qui contiendrait des éloges de l'œuvre de Tycho par tous les poètes les plus connus de l'Europe à l'époque. Et donc il a envoyé à droite et à gauche aux personnes qu'il connaissait en sollicitant des poésies. Et parmi ces personnes qu'il a contactées, il y avait un membre de l'université d'Oxford. Il lui a envoyé ce portrait avec une lettre lui demandant d'aller chercher de grands poètes anglais qui pourraient participer. Et évidemment, la récompense pour le poète serait d'être imprimé tout vif dans ce grand livre que Tycho, l'homme le plus célèbre de l'époque, allait répandre dans toute l'Europe. Donc voilà la stratégie de Tycho, c'est une stratégie publicitaire assez intéressante, et vous remarquez peut-être cet estampillé à l'université d'Oxford, la bibliothèque de l'université d'Oxford, il y avait 5 exemplaires, et celui-là est resté dans la bibliothèque de l'université d'Oxford. Il écrivait à quelqu'un qui s'appelait Thomas Saville, qui était un fellow de l'université d'Oxford. Et là, j'interviens pour vous dire aussi que nous allons parler d'un autre fellow, qui est fellow d'un autre collège à Oxford, mais bien sûr les fellows se connaissaient tous, et ce fellow, c'est un certain John Florio, qui était fellow de Magdalen College à Oxford. Donc là, vous voyez,
nous avons plusieurs faisceaux concordants. Nous pouvons voir que ce monsieur Floriot a pu connaître Rosenkranz et Guildenstern lors de cette ambassade. Il a pu lui aussi recevoir ou être contacté par un de ses collègues à propos de cette lettre qui est arrivée à Oxford. Donc je poursuis. L'histoire de la vie de Tycho est tout à fait intéressante. Il était, je vous dis, proche de la famille royale danoise. C'est même beaucoup plus précis que ça. Il était proche de la reine Sophie, l'épouse de Frédéric II du Danemark. Et donc, beaucoup d'historiens ont pensé que le roi Christian IV était peut-être plutôt le fils de Tycho que le fils de son père officiel. Donc Tycho est associé à une histoire d'adultère. Il est associé à Rosenkranz et Guildenstern, et vous voyez déjà, il est danois. Il a quelque chose à voir avec quelque chose qui est certainement pourri dans le royaume du Danemark. Et vous voyez déjà sortir quelque chose qui ressemble beaucoup à une pièce de théâtre que vous connaissez tous. Donc ça, c'est déjà un élément qui me paraît important. Voilà le modèle de Tycho. Donc la Terre est au centre, vous voyez. Vous voyez là, il y a un cercle, et quelque part sur ce cercle, vous voyez le Soleil. Vous voyez les autres planètes qui gravitent autour du Soleil, et Tycho imaginait que les étoiles étaient sur une sphère à l'extérieur. Donc voilà la représentation qu'on se faisait de l'univers suivant le modèle qu'on appelle tychonien. Alors, je voudrais vous citer quelques lignes de Troilus and Cressida qui me paraissent vraiment très parlantes. Et je vous les lis en anglais. And therefore is the glorious planet Sol, in noble eminence enthroned and sphered amidst the others, whose medicinable eye corrects the ill aspects of planets evil. Alors, il me semble que ces quelques vers, personne ne peut les comprendre sans tenir compte de la théorie tychonienne de l'univers. Ces quelques vers n'auraient pas de sens sans cette théorie. Je m'explique. Voyez, le Soleil est une planète parce que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est donc une planète. Et autrement, ce serait incompréhensible de mettre planète Sol. Si vous êtes dans le modèle tychonien, c'est parfaitement évident. In noble eminence enthroned and sphered. Pourquoi? Parce que cette planète-là, cette planète Soleil, est très particulière. Elle est noble parce que c'est la première des planètes, c'est celle qui entraîne toutes les autres. Donc voilà le noble eminence. Maintenant, sphered nous vient du fait que ces autres planètes qui tournent autour du Soleil sont sur des sphères ptolémaïques, c'est-à-dire les sphères sur lesquelles, dans la théorie de Ptolémée, on plaçait les planètes qui tournent autour de la Terre, mais là, on les place maintenant, elles tournent autour du Soleil, un peu à la manière copernicienne, mais ce sont des sphères, ce sont toujours des sphères. Alors maintenant, amidst the other, whose medicinable eye corrects the ill aspects of planets evil. Alors on a là, et ça revient dans Shakespeare, qu'est-ce que c'est que le evil selon Shakespeare? Le evil selon Shakespeare, c'est le chaos, c'est quand il n'y a pas d'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est malsain, ça ne va pas, et si on laisse les planètes errer sans ordre, c'est le mal absolu. Et donc, heureusement, le Soleil arrive là, et il met de l'ordre dans tout ça, et c'est grâce au Soleil que les autres planètes ne courent pas partout d'une manière désordonnée. Donc, c'est le correct the ill aspects of planets evil. Vous voyez, cette idée
cette idée d'un univers qui est ordonné par le Soleil, c'est tout à fait compatible avec la théorie de Tycho. Alors, au-delà de ça, vous voyez, Troilus and Cressida ont dit probablement 1601, les ellipses des lois de Kepler ne sont publiées qu'en 1609. Donc, à l'époque où écrit Shakespeare, c'est une fenêtre très étroite. La théorie géo-héliocentrique est la meilleure théorie disponible. Et donc, je vous propose que c'est une preuve. C'est une preuve très importante que les pièces de Shakespeare, et je pourrais vous multiplier les preuves, mais je n'ai pris que celle-là, les pièces de Shakespeare sont écrites par quelqu'un qui a plus qu'une connaissance rudimentaire de l'astronomie. Il connaît les derniers développements scientifiques de son époque, ce qu'il y a de plus moderne. C'est donc un homme qui a accès si vous voulez, tout ce qu'il y a de neuf dans la Renaissance européenne de l'époque. Et ça, je pense que c'est une indication précieuse. Une indication supplémentaire a été trouvée par Lamberto, qui, regardant dans le dictionnaire de Florion, a trouvé exactement les mêmes mots pour décrire la même chose, c'est-à-dire le Noble Planet Soul. Et là, je crois qu'il n'y a que deux auteurs à cette époque, certainement en Angleterre, et j'oserais même peut-être dire dans toute l'Europe, qui ait utilisé le modèle tychonien. Et ça, à mon avis, c'est une identification. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Après le jeu de l'acteur, c'est par l'astrophysique qu'on en arrive à Florio. Alors maintenant, je vais vous lire le texte de Daniel Bougnou. Encore une fois, vous aurez sûrement des questions pour M. Conrad, donc on les prendra tout à la fin. Daniel Bougnou est désolé de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il m'a envoyé son texte que je vais essayer d'interpréter avec le plus de conviction possible en faisant appel à mon passé de comédien, parce qu'il a souvent des phrases assez longues et des parenthèses. Alors je vais essayer de rendre tout ça très compréhensible, mais je vous demande de bien écouter. Un beau mensonge nommé Shakespeare, point d'interrogation. Mais d'abord, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter Daniel Bougnou en quelques mots. Donc, philosophe, ancien élève de l'École nationale supérieure, de l'École normale supérieure. Daniel Bougnou est professeur émérite de l'Université des Alpes. Il a publié une vingtaine d'ouvrages dans le champ des sciences sociales et de la théorie littéraire, et a notamment dirigé l'édition des œuvres romanesques complètes d'Aragon, dans la bibliothèque de la Pléiade, 5 volumes. Sa dernière publication, Shakespeare, Le choix du spectre, publié aux Impressions Nouvelles en 2016. Et je dois ajouter que Daniel Bougnou a signé la préface du livre de Lamberto Tassinari dans sa version française. Voilà. Alors, et son livre Shakespeare, Le choix du spectre, est évidemment il vient après la publication de notre ouvrage, donc c'est un petit peu une façon romancée de reprendre les idées de Tassinari. Donc, un beau mensonge nommé Shakespeare, point d'interrogation. Pourquoi ai-je pris position dans le débat, ou la querelle, ouvert par le livre de Tassinari, au point d'écrire à la suite du sien mon propre ouvrage, Shakespeare, Le choix du spectre? Mon intérêt vient d'une curiosité d'ordre médiologique. Quelles sont les conditions matérielles de nos performances symboliques ou intellectuelles en général? Quels outils faut-il pour imaginer, pour créer, pour raisonner ou simplement pour rêver? L'esprit ne tombe pas du ciel. La plus belle des littératures résulte d'un travail et d'une acharnée culture. Les incantations entachées de théologie à l'imagination, au génie ou à une création ex nihilo bloquent la réflexion et constituent l'asile de l'ignorance. Deux choses, écrivait Freud en 1922 dans une lettre à Eddington, sont susceptibles de me faire perdre la tête. La question de l'occultisme et celle de l'identité de Shakespeare. Notre affaire s'avère passionnelle. Je ne dirais pas, avec Joyce, qu'elle attire comme un terrain de chasse les cinglés, assertion désobligeante pour le père de la psychanalyse, mais qu'elle dresse les unes contre les autres des croyances irréconciliables. Essayons donc calmement d'approfondir
le soupçon freudien en faisant quelques pas au-delà de l'article de foi et de rappeler quelques faits pour rendre cette question discutable. Les Stratfordiens nous accusent de snobisme. Nous répugnerions à admettre qu'un fils de gantier, faiblement scolarisé, et dont la femme et les 2 filles demeurèrent largement illettrés, ait pu signer pareille œuvre. Un réflexe de caste nous interdirait d'accorder tout ce génie à un provincial un peu bouseux. Pourtant, les exemples de génie de basse extraction ne manquent pas. Je discute ces objections dans mon livre. Si une parfaite création peut apparaître ex nihilo dans l'ordre des mathématiques ou de la musique, qui travaille sur des structures fermées, je prétends qu'un monde de l'ampleur psychologique, sociale, politique, linguistique, culturelle, propre à Shakespeare, supposait des informations livresques étendues, autant qu'une expérience de première main. Je renvoie donc à l'adversaire l'accusation d'idéalisme. Vous ne considérez pas assez les contraintes et les apprentissages par lesquels un tel auteur dut nécessairement passer. La signature du Shakespeare officiel se trouve depuis longtemps contestée par Mark Twain, Henry James, Sigmund Freud, Charles Dickens ou plus près de nous, Borges. Autant de prédécesseurs qui devraient retenir les défenseurs de la doxa de nous traiter de charlatans. Le nom même de Shake, trait d'union, Spear, qui sonne comme un pseudonyme, branle et demande à être ébranlé, ou mieux scruté. Comment un Shakespeare est-il possible? Les esprits de cette envergure naissent-ils avec la rosée? L'abîme semble énorme entre les pauvres anecdotes ressassées sur la vie du barde et ce que son œuvre donne à lire. Le Shakespeare officiel ne semble pas avoir joui d'une personnalité littéraire et il n'entretint aucune correspondance avec des esprits éminents de son temps. On ne le suit, vaille que vaille, qu'à travers ses querelles de bornage, ses prêts usuraires et les embellissements de sa maison de Stratford où il mourut en bourgeois enrichi. Toute biographie du barde reconstitue le brontosaure, 6 osselets pour 6 tonnes de plâtre, ironise Mark Twain. Et pour raccorder cette vie à cette œuvre, les plâtriers continuent de s'en donner à cœur joie. Ils auront beau faire le médiocre affairiste de Stratford, et Shakespeare furent à l'évidence bien établis dans les travaux de Diana Price, 2 personnes distinctes. Forcer l'un dans l'autre ne façonne qu'un monstre, un hybride, out of joint. J'avançais qu'il faut, pour écrire, penser ou imaginer quelques outils bien tangibles, tels que, dans le cas du barde, la consultation assidue d'une large bibliothèque, chose rare à son époque et réservée aux grands, une fréquentation assidue de ceux-ci, mais encore une connaissance inhabituelle des langues, et notamment de l'italien. 17 pièces de Shakespeare sont situées dans la péninsule, si l'on inclut Le Songe d'une nuit d'été ou La Petite Athènes, désignée Sabionetta, et Mesure pour mesure, où Vienne est mis pour Ferrare. Il faut aussi donc une intimité passionnée avec l'écriture sainte, une connaissance raffinée de la musique et de quelques autres arts chers à la noblesse, escrime, danse, équitation, fauconnerie, chasse, etc. Plus quelques ingrédients encore, tellement cette œuvre encyclopédique capture toute la culture de son époque. Si Shakespeare fait jusqu'à aujourd'hui travailler autant de scholars, ne dut-il pas être lui-même un fou de savoir et de langue, un super scholar, dont l'œuvre donne tout ce fil à tordre et à détordre à des générations d'acteurs, de traducteurs et de savants? Qui donc avait les talents, les ressources de langue et de livres, ou d'une façon générale l'appétit de culture pour signer de pareils textes? Notre querelle se développe sur 2